ta sœur le mérite, ont dit mes parents et lui ont laissé la propriété, alors j'ai arrêté de payer l'hypothèque. Bonjour, je suis Mora. Mes parents m'ont dit que ma sœur méritait la maison, alors ils la lui ont donnée dans mon dos. Aucun avertissement, aucune conversation, juste un testament signé et un texto me demandant de continuer à payer le prêt immobilier. Ils ont dit que j'étais stable, celle qui comprenait toujours. Mais que se passe-t-il lorsque la personne qui soutient tout décide de tout laisser s'effondrer? Ils ont organisé une pendaison de crémaillère pour elle dans ma maison. Vous voulez savoir jusqu'où ils sont allés pour m'effacer? Laissez-moi vous raconter. Tout a commencé comme chaque jeudi après-midi. J'étais chez mes parents, assise à la table de la salle à manger sous le bourdonnement de ce plafonnier vacillant qu'ils n'avaient toujours pas remplacé. La table était encombrée, comme d'habitude, factures médicales, papiers d'assurance, reçus d'ordonnance, une enveloppe tachée de café adressée à mon père de la part de Médicare. C'était moi qui les aidais à trier ce désordre depuis des années. Pas parce qu'il le demandait, juste parce que je savais qu'il ne pourrait pas le faire seul. J'ai attrapé le document suivant dans la pile, un dossier manie sans étiquette, glissé sous une pile de factures de service public. En l'ouvrant, les mots « Dernier testament » et « Dernière volonté » me dévisageaient comme s'ils étaient gravés dans la glace. Le papier sentait l'intérieur d'un coffre-fort, sec, vieux, cher. J'ai marqué une pause. Mes doigts planaient, hésitants. Je ne savais pas qu'ils avaient finalisé quoi que ce soit. D'habitude, ils me le disaient, surtout pour des choses comme ça. J'ai tourné la première page, puis la deuxième. À la troisième, j'ai senti mon estomac se nouer. J'ai parcouru le texte plus vite, en espérant avoir manqué quelque chose, mais non. C'était là. Tout maison, épargne, assurance attribuée à Delphine. Mon nom n'apparaissait qu'une seule fois. Une ligne, une phrase, nous avons confiance que notre fille aînée comprendra. Aucun bien, aucune disposition, juste de la compréhension. Je me suis rassise, incapable de bouger un instant. Mon cœur ne s'emballait pas. Mes mains ne tremblaient pas. Mais mon esprit, il parcourait déjà chaque souvenir qui m'avait mené à cette table. Je me suis souvenu de l'année où j'étais resté à Austin au lieu d'accepter la promotion à Phoenix parce que l'opération de la hanche de papa l'avait cloué au lit pendant 3 mois. Je me suis souvenu d'avoir viré 11 000 $ de mes économies personnelles pour couvrir une mensualité de prêt immobilier qu'ils avaient trop honte d'admettre avoir en retard. Je me suis souvenu quand maman m'a dit au téléphone, « Tu es le ciment, Mora. » Tous les héros ne portent pas de cape. Certains virent juste de l'argent en silence. Elle avait ri. Moi aussi. À l'époque, cela ressemblait à un compliment. Maintenant, cela ressemblait à une laisse invisible. Le grincement de la porte arrière m'a tiré de ma transe. J'ai rapidement glissé le testament sous une pile de documents, j'ai scanné le reste des papiers en pilote automatique, puis je me suis levé pour me verser un verre d'eau, quelque chose à tenir, quelque chose pour m'ancrer. Maman était dans la cuisine, fredonnant sur une chanson à la radio, en remuant une marmite de chili. Elle a levé les yeux, m'a adressé un sourire chaleureux. « Tout est réglé avec les papiers d'assurance ?» Je me suis éclairci la gorge. J'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a baissé le feu de la cuisinière et s'est essuyé les mains sur un torchon. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai brandi le dossier. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de ça ?» Son visage n'a pas beaucoup changé. Un clignement d'yeux, un soupir. Delphine a eu la vie plus dure. « Tu le sais bien, dit-elle, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Elle a besoin de stabilité. Toi, tu t'en sors très bien, Mora. Tu t'en es toujours bien sorti. » Papa est entré au milieu de la phrase, sa tablette à la main. Il m'a fait un bref signe de tête, mais quand il a vu le dossier dans mes mains, il a de nouveau baissé les yeux. « Alors vous lui avez tout laissé, ai-je dit. » Ma voix n'était pas en colère, juste neutre. « Vous n'avez pas pensé que je méritais d'être mise au courant. » Les lèvres de maman se sont pincées. « On s'est juste dit que tu comprendrais. » Voilà encore, l'hymne familial, comprendre, accepter, absorber. C'est ce que j'avais toujours fait, n'est-ce pas? Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête, posé le dossier sur le comptoir et je suis sorti. La lumière de fin d'après-midi se refroidissait pour prendre cette teinte dorée et brumeuse que les soirées du Texas ont parfois, celle qui donne à tout un air trop doux pour être réel. Je me suis assise sur la balancelle du Porsche que j'avais fait reconstruire l'année dernière après qu'elle se soit fissurée sous le poids de papa.
Je me suis souvenu de l'homme à tout faire qui demandait « C'est votre maison ?» et de moi qui répondais « Non, celle de mes parents, mais c'est moi qui paie les factures. » Je me suis penché en arrière. La balancelle a grincé sous mon poids, le même grincement que j'entendais depuis mon enfance. Mais quelque chose dans ce bruit donnait maintenant l'impression qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Peut-être que ça avait toujours été le cas. J'entendais encore le léger cliquetis de la vaisselle à l'intérieur, leurs voix étouffées. Peut-être qu'ils pensaient que j'allais me calmer. Peut-être qu'ils pensaient que j'allais rentrer et faire comme si tout cela n'avait aucune importance. Mais je suis restée là, silencieuse, à regarder fixement au-delà de la balustrade du porche, sans rien voir de particulier. Et puis je l'ai dit, à voix basse, juste assez fort pour que le vent l'emporte, je suis toujours celle qui comprend. Jusqu'à maintenant. Je suis restée assise sur cette balancelle jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse en une teinte de charbon. La lumière du porche s'est allumée automatiquement derrière moi, comme tout le reste dans cette maison qui fonctionnait encore en pilote automatique. Je ne suis pas rentré. J'ai attendu d'entendre le tintement de la vaisselle en train d'être rincée, le faible murmure des voix qui s'estompaient. Puis j'ai glissé mes clés dans mon sac à main et je suis parti sans un mot. 2 jours se sont écoulés sans aucune mention de ce que j'avais lu. Pas de texto, pas d'appel, personne ne prenant de mes nouvelles pour savoir si j'allais bien. Et honnêtement, je n'étais pas surprise. Il est plus facile de continuer à utiliser quelqu'un si on prétend qu'il est incassable. Ce matin-là, j'étais à mon bureau, en train de terminer un rapport trimestriel pour un client. Les fenêtres à côté de moi s'étendaient sur tout le 11e étage, et même si le centre-ville d'Austin pulsait en dessous, la vue semblait lointaine, comme si je n'en faisais pas vraiment partie. Mon téléphone a vibré à côté du clavier. C'était un texto de maman, le prêt immobilier est plus élevé ce mois-ci. 2030 $. Comme toujours, peux-tu l'envoyer avant vendredi? C'était tout. Aucune salutation, aucun contexte, et certainement aucune mention du testament que j'avais trouvé ou du fait qu'il m'en avait complètement exclu. Pas même un tiède, j'espère que ta semaine se passe bien. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, juste des chiffres et une demande. Mon pouce a survolé le bouton de réponse, mais je ne parvenais pas à taper quoi que ce soit. Ni un oui, ni un non. La partie de moi qui se précipitait habituellement pour tout arranger et le réflexe d'intervenir, de combler le déficit, de porter le fardeau, cette partie-là était immobile. J'ai posé le téléphone sans répondre. Ce vendredi soir-là, je me suis présenté au dîner de famille hebdomadaire. Nous nous retrouvions généralement dans le même restaurant Tex-Mex sur South Lamar. Rien d'extraordinaire, juste du bon queso et des serveurs qui nous connaissaient par notre nom. Delphine était déjà là quand je suis entré. Elle était radieuse, bien sûr, avec cette sorte de beauté douce et naturelle qu'elle portait toujours comme si cela ne coûtait rien. Elle était assise entre maman et papa, ses mains enroulées autour d'un verre de thé glacé, comme si elle jouait dans une publicité pour la bienveillance. Quand je me suis assise, elle a souri, un petit sourire étudié. Le dîner a commencé assez normalement. Nous avons commandé, bavardé sur la hausse du prix de l'essence et fait des commentaires sur le guacamole trop salé. Puis, juste avant le dessert, j'ai posé la question, doucement, calmement, alors, à propos du testament. Delphine a cligné des yeux, puis a baissé le regard comme si je venais de jurer à l'église. Je ne savais pas que tu l'avais vu, dit-elle, sa voix à peine audible. Je n'ai même pas demandé la maison, Maura. Je te le jure. Je me sens horriblement mal. Ses yeux brillaient, et elle les a tamponnés avec sa serviette dans un de ces mouvements lents et théâtraux qui paraissent subtils aux étrangers mais qui crient « Faites place à la sympathie » à quiconque l'a déjà vu. Maman a pris sa main, la serrant de manière dramatique. Elle n'a pas demandé ça, Maura, dit-elle fermement. Elle a eu des années si difficiles. Nous voulions juste qu'elle ait quelque chose de solide sous les pieds. J'ai regardé papa. Il continuait de mâcher son enchilada comme si rien de tout cela ne le concernait. Puis il a parlé. Maura, elle essaie juste de survivre. Ne la fais pas se sentir plus mal. C'en était trop. En moins de 3 minutes, toute la table avait basculé. J'étais devenue la méchante, assise en face de la pauvre petite sœur incomprise qui avait tant de choses sur les bras. Personne n'a dit un mot sur le prêt immobilier que je payais. Personne n'a mentionné la fois où je suis resté au téléphone avec leur gestionnaire de cas Médicare pendant 3 heures alors qu'ils étaient sur le point de perdre leur couverture. Personne ne se souciait que le nouveau système de chauffage,
de ventilation et de climatisation qu'ils avaient installés l'hiver dernier n'avaient été possibles que parce que j'avais signé un chèque alors qu'ils y pensaient encore. Rien de tout cela n'avait d'importance, parce que Delphine pleurait et pas moi. Et dans notre famille, l'émotion l'emportait toujours sur l'effort. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas haussé la voix ni levé les yeux au ciel. Je me suis excusé de table, je suis allé aux toilettes et je suis resté là, debout. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais besoin de respirer sans le poids de leurs attentes qui me compressaient les côtes. Quand je suis finalement ressorti, je ne suis pas retourné à table. J'ai marché directement vers ma voiture, je me suis glissé sur le siège du conducteur et je suis resté immobile sur le parking. Le moteur tournait au ralenti. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler jusqu'à l'onglet des paiements automatiques. Le virement pour le prêt immobilier était programmé, comme toujours, pour le lendemain matin. Mon doigt a survolé l'interrupteur. Je n'ai pas appuyé sur annuler, pas encore, mais je ne me sentais pas non plus comme quelqu'un qui allait continuer à dire oui. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé, mais s'est arrêté. Et parfois, c'est plus dangereux. Je n'ai pas annulé le paiement du prêt immobilier cette nuit-là. J'aurais pu. J'en avais envie. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi en silence, laissant le rythme des feux de circulation et le grésillement de la radio combler l'espace où l'indignation aurait dû vivre. Je me suis garé à ma place, j'ai monté les 3 étages jusqu'à mon appartement et j'ai laissé tomber mes clés dans le bol en céramique près de la porte avec plus de force que nécessaire. Je n'ai pas allumé la télévision ni la musique. Je n'ai même pas enlevé mon manteau. Je suis allé directement au classeur niché dans le coin de mon salon, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai commencé à fouiller dans les papiers comme si je cherchais la preuve que je ne devenais pas folle. D'anciennes déclarations de revenus, des reçus de dons, quelques cartes d'anniversaire que je n'avais jamais jetées. Tout au fond, coincé entre un formulaire de garantie et de vieux formulaires WE2 obsolètes, se trouvait une petite boîte à chaussures bleues que je n'avais pas ouverte depuis des années. Le couvercle a cédé avec un grincement réticent. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs que j'avais oublié avoir gardés, des photos de l'université, une fleur séchée que Delphine m'avait donnée après son premier récital de piano. Et par-dessus tout, une enveloppe délavée avec mon nom écrit sur le devant de la belle écriture cursive de ma mère. Je reconnaîtrais cette écriture n'importe où. Sa façon de boucler son « M », toujours trop haut, toujours trop soigné. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Revoir cela, avant que les choses ne dérapent autant, c'était comme apercevoir un vieil ami de l'autre côté de la rue, en sachant qu'il ne vous reconnaîtrait plus. La lettre était datée de 7 ans. Je n'avais pas besoin de ce rappel. Elle avait été écrite la semaine où j'avais couvert près de 8 000 $ de réparation d'urgence sur le toit après que cette tempête de grêle eût arraché la moitié des bardeaux. J'ai déplié la page et j'ai lu « Je ne sais pas où en serait cette famille sans toi, Maura. Tu ne te plains jamais. Tu agis, tout simplement. Tu as toujours été celle qui intervient avant même que nous le demandions. J'espère que tu sais à quel point cela compte pour nous. Tu es le fil le plus solide de cette maison. » Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, une troisième fois. Cette version de ma mère, qui disait « nous », comme si cela m'incluait, n'était pas celle qui avait signé un Nouveau Testament dans mon dos. Elle n'était pas celle qui m'envoyait des textos aux allures de factures me demandant des virements pour le prêt immobilier comme si j'étais juste une institution financière avec un pouls. Cette femme, celle qui a écrit cette lettre, m'avait vu. Et maintenant elle ne voyait que ce que je pouvais donner. Je me suis assise par terre dans le salon, les jambes croisées, avec la lettre sur mes genoux, comme si elle pesait plus que du papier ne le devrait. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. Mais je ne pleurais pas. Je n'étais même pas en colère. Ce que je ressentais était plus difficile à nommer. C'était une sorte de deuil, mais pas pour une personne, pour une version d'une relation que je croyais réelle. Pour la fille que j'étais, qui pensait que l'amour se gagnait par la fiabilité. Je croyais que si je continuais à être présente, à tout arranger, à anticiper les besoins avant même qu'ils ne sachent qu'ils les avaient, alors finalement quelqu'un dirait « Nous te voyons. Pas seulement tes efforts, toi. » Cette croyance avait tout façonné, mes choix, ma carrière, l'endroit où je vivais, la personne que je n'ai pas épousée, la personne près de qui je suis resté. Parce que je pensais qu'être nécessaire signifiait être aimé. Mais cette lettre, cet artefact, n'était pas de l'amour. C'était un éloge. Et les éloges peuvent vite tourner au vinaigre quand les gens se sentent en droit de les recevoir. J'ai appuyé ma tête contre le classeur et j'ai expiré par le nez,
lentement et délibérément. Puis, avec le stylo que j'utilise habituellement pour signer les chèques de loyer, j'ai retourné la lettre et j'ai écrit au dos en lettres capitales, c'est fini. Pas par dépit, pas pour les choquer, juste parce que j'avais besoin de le voir écrit ailleurs que dans mon propre cœur épuisé. Le poids ne s'est pas levé. Ce n'était pas une libération cinématographique. Mais j'ai plié la lettre, je l'ai remise dans son enveloppe et je l'ai placée dans la boîte avec tout le reste qui m'avait un jour semblé être la preuve de ma place dans cette famille. J'ai fermé le couvercle, l'ai glissé de nouveau dans le tiroir et je me suis levé. Pas plus légère, mais plus droite. Certaines fins n'arrivent pas avec des disputes finales ou des déclarations de clôture. Parfois, elles arrivent tranquillement, sur le sol de votre propre appartement, pendant que la ville à l'extérieur continue de bouger comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé, et même si personne d'autre ne le remarquait, moi, je le savais. Le samedi matin est arrivé avec son calme habituel, une douce lumière du soleil filtrant à travers les stores, le léger sifflement de la cafetière terminant son cycle, et mon appartement enfin silencieux après une nuit agitée. Je me suis assise les jambes croisées sur le canapé, sirotant une tasse de café noir qui avait depuis longtemps tiédi, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je n'étais prête à parler à personne, mais j'ai fait ce que la plupart d'entre nous font lorsque nous fuyons la réalité, j'ai fait défiler mon écran. J'ai ouvert Facebook, j'ai laissé le fil d'actualité déferler sur moi comme un bruit de fond, et c'était là, tout en haut, parfois, donner le meilleur de soi-même ne suffit pas, mais nous l'avons fait quand même. Pour nos 2 filles, même quand l'une oublie. Sous les mots se trouvait une photo, mes parents et Delphine sur la balancelle du Porsche. Le même Porsche que j'avais payé pour faire reconstruire. La même balancelle sur laquelle je m'étais assise 2 nuits auparavant pendant qu'il me laissait disparaître en silence. Delphine avait la tête penchée sur l'épaule de maman. Le bras de papa reposait derrière elle. Cela semblait chaleureux, honnête, familial. Cela ressemblait au genre de photo que les gens s'arrêteraient pour admirer, peut-être même ressentir quelque chose. Et c'était un mensonge. Je ne l'ai pas partagé, je n'ai pas commenté, je l'ai juste fixé pendant un moment, assez longtemps pour que le café refroidisse et que ma poitrine se serre avec quelque chose que je refusais de nommer. À midi, mon téléphone a sonné. C'était tante Vera. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis le cousin David. Puis l'oncle Ray. Ils disaient tous la même chose avec des tons légèrement différents. Ma chérie, que se passe-t-il? Tes parents ont l'air peinés. Ils ont dit que tu avais pris tes distances, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Ta mère était en larmes la semaine dernière, tu sais. Aucun d'eux n'a mentionné le testament. Aucun d'eux n'a demandé si j'allais bien. Aucun d'eux ne savait que j'avais couvert le prêt immobilier, les franchises médicales, la fuite dans le toit, que j'avais refusé des promotions, décliné des mutations, que j'étais resté à proximité comme une police d'assurance non rémunérée. Ils ne savaient que ce qui était publié. Et pour eux, c'était suffisant. Le pire n'était pas la trahison. C'était qu'ils aient réécrit le récit si nonchalamment, si harmonieusement, que des gens qui me connaissaient depuis l'enfance l'aient accepté sans hésitation. Je n'étais pas la fille qui portait tout, j'étais maintenant celle qui, oublie. Ce mot résonnait plus qu'il n'aurait dû. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de message de réfutation ni publié ma version pour que tous la voient. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai commencé à taper. Pas pour expliquer, pas pour argumenter, mais pour me souvenir. J'ai tout noté, les dates où j'ai viré de l'argent, les fois où j'ai pris des jours de congé pour les conduire à des rendez-vous, le coût exact du régime d'assurance médicaments que je renouvelais silencieusement depuis plus d'1 an. Les citations de mai, des bribes de conversation par texto, même des photos de reçus que j'avais encore dans un dossier intitulé « Facture père-famille ». Pas par vengeance, pas même pour la justice, juste pour que, lorsque la prochaine personne appellerait en disant « Ils ne savent pas pourquoi tu prends tes distances », j'ai quelque chose pour me recentrer, un moyen de dire « Non, c'est arrivé ». Tu ne l'as pas imaginé. J'ai fait défiler jusqu'en haut de la note et j'ai ajouté un titre. Je l'ai tapé lentement, délibérément, s'ils ont le droit d'écrire l'histoire, alors j'ai le droit d'écrire la mienne. Le café était froid. Le salon était silencieux. Mais je me sentais centré pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, d'un ami de la famille, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des lustres, j'ai vu la publication de ta mère. J'espère que tout va bien entre vous deux. La famille, c'est tout. Je l'ai fixé.
La famille, c'est tout. C'est le genre de choses que les gens disent quand ils n'ont jamais eu à choisir entre être inclus et être utilisés, quand la seule version de la famille qu'ils connaissent est celle des dîners du dimanche et des appels d'anniversaire, et non l'attente tacite d'être celui qui arrange tout en étant effacé du processus. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la note, j'ai branché mon téléphone, j'ai pris une longue gorgée de café froid, puis j'ai versé ce qui restait dans l'évier. Pas de colère, pas de drame, juste une compréhension silencieuse que si je ne préservais pas la vérité pour moi-même, personne d'autre ne le ferait. Je tenais l'enveloppe comme si elle allait me mordre. Un simple chèque à l'intérieur. Pas de mots, pas de signature, pas d'excuses. Juste un geste, si on peut même appeler ça comme ça. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne l'ai pas encaissé non plus. Je l'ai glissé dans un tiroir et je suis parti. De la même manière que j'avais commencé à m'éloigner de tous. L'après-midi suivant, je suis passé à la maison. Pas par nostalgie, j'avais besoin de récupérer quelques factures d'entretien que j'avais laissées dans le tiroir de la cuisine. C'est là que j'ai vu le camion. La voiture à haillons de Delphine était garée dans l'allée, le coffre rempli de boîtes. Un camion de déménagement, à moitié déchargé, tournait au ralenti au bord du trottoir. 2 hommes transportaient une commode par la porte d'entrée tandis que Delphine se tenait sur le porche, dirigeant le trafic comme si elle était la propriétaire des lieux. « Mettez ça dans la chambre principale », cria-t-elle. « Et assurez-vous que les rideaux entrent en premier. C'est mon sanctuaire maintenant. » Mon sanctuaire ? Elle ne m'a pas vu garer de l'autre côté de la rue. Ou peut-être que si et qu'elle s'en fichait. Pas d'appel, pas d'avertissement, pas même un faux « et, j'espère que ça te va ». Ce n'était pas comme si j'avais besoin de permission. C'était moi qui payais pour l'endroit et je le faisais toujours, techniquement, mais l'audace de la chose m'a frappé différemment quand j'ai vu le camion de déménagement et que j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas que visiter. Elle revendiquait. Je ne suis pas sorti de la voiture, je suis juste resté là, agrippant le volant si fort que mes jointures me faisaient mal. Puis j'ai fait marche arrière, j'ai tourné au coin de la rue et je suis parti sans être vu. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de maman. Objet, plan financier révisé. Veuillez examiner. En pièce jointe, un PDF intitulé « Budget médical mis à jour ». Je l'ai ouvert, m'attendant à voir de nouvelles estimations. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon propre tableur, celui que j'avais créé 6 mois plus tôt lorsque les quotes-parts de la thérapie physique de papa avaient doublé. Chaque colonne, chaque coût projeté, même la couleur de la police est identique. La seule chose qui différait était le nom en pied de page, préparé par Delphine Rivers. Je l'ai fixé pendant un long moment, comme si les données allaient se réorganiser et me prouver le contraire. Ce ne fut pas le cas. J'ai appelé maman. Elle a répondu rapidement, comme si elle savait pourquoi j'appelais. « Te rends-tu compte que ce plan est le mien ?» ai-je demandé. Ma voix n'était pas tranchante, mais elle n'était pas douce non plus. Il y a eu une pause. Puis elle a dit « Delphine essaie, ma chérie. Elle n'est pas aussi soucieuse des détails que toi. Laisse-la savourer cette victoire. Ça remontera sa confiance en elle. La laisser s'attribuer le mérite de mon travail. Elle fait de son mieux. » J'ai raccroché sans répondre, pas par dépit, car je savais que tout ce que je dirais rebondirait sur les murs de cette maison sans écho. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai rédigé un message à leur intention à tous les deux. Court, direct, c'est la dernière fois que je reste silencieuse. J'ai couvert le prêt immobilier, les réparations, les frais d'hôpital. Si quoi que ce soit d'autre que j'ai créé ou auquel j'ai contribué et reconditionné sous le nom de quelqu'un d'autre, je le considérerai comme une fausse déclaration. Ce n'est pas une menace. C'est une documentation. J'ai joint le tableur original pour référence, daté, avec un filigrane, j'ai envoyé l'email, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Aucune réponse n'est venue cette nuit-là. Aucune le lendemain matin non plus. Mais vers midi, j'ai trouvé une autre enveloppe dans la boîte aux lettres. Livrée en main propre. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un autre chèque, toujours non signé. Les chèques en blanc en disent long. Ils disent « Nous nous attendons toujours à ce que tu arranges les choses ». Ils disent « Nous savons que nous dépassons les bornes, mais nous préférons jeter de l'argent plutôt que de regarder ce que nous avons brisé ». Ils disent « Tu ne fais pas partie de la décision, mais on s'attend à ce que tu paies pour les conséquences ». Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas déchaîné. J'ai plié le chèque,
je l'ai classé avec le précédent, et enfin, j'ai ouvert un nouveau fichier sur mon bureau. Son titre, preuve d'absence. S'ils allaient prétendre que ce n'était pas moi qui tenais tout ensemble, je m'assurerai de ne jamais l'oublier moi-même. Ce fichier est resté ouvert sur mon bureau pour le reste de la soirée. Preuve d'absence. Je n'ai rien tapé dedans cette nuit-là. J'ai juste fixé le curseur clignotant, comme s'il me mettait au défi d'arrêter de prétendre que je n'étais pas celle qui portait le poids d'une famille qui ne me reconnaissait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. L'après-midi suivant, vers 15h15, j'étais assise au service au volant de la pharmacie, attendant de récupérer les renouvellements d'ordonnances de Gordon Howe, toujours sur mon compte quand mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai hésité à répondre mais je l'ai fait, une mauvaise habitude que je n'avais pas encore perdue. Sa voix était joyeuse, presque chantante. « Salut, ma chérie. Delphine pense à louer une voiture en leasing. Juste une petite chose d'occasion pour aller et venir à ses entretiens d'embauche. Tu sais comme c'est difficile en ce moment. » Je n'ai pas répondu. Elle a pris mon silence comme une permission de continuer. Elle aimerait passer par la caisse de crédit, mais ils veulent un garant. Elle m'a demandé si on pouvait te le demander. Je lui ai dit que j'appellerais pour voir ce que tu en penses. J'ai regardé droit devant moi la voiture qui me précédait, s'avançant lentement vers le guichet de retrait. Maman continuait de parler. Ça n'affectera pas ton score de crédit, et tu n'es responsable de rien. Pas vraiment. Juste ton nom pour l'aider à être approuvé. Tu es la plus stable de nous tous. C'était ça. Ce mot encore, stable. Leur synonyme pour jetable. J'ai pris une profonde inspiration. Alors, si je comprends bien. Tu veux que je me porte garante pour un prêt automobile pour la sœur qui vient d'emménager dans la maison que je paie, en utilisant mon plan financier avec son nom dessus? Il y a eu une pause. Puis elle a soupiré. Maura, ne ramène pas ça à la maison. Nous avons tous des manières différentes d'aider. Tu es doué avec les chiffres, Delphine a le sens du contact. Je n'ai pas ri, mais j'ai laissé échapper quelque chose de proche, une expiration amère qui a fait lever les yeux au technicien de la pharmacie au guichet. Dis-lui de demander à quelqu'un d'autre, ai-je dit. Je ne le ferai pas, avant qu'elle puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel et j'ai avancé pour récupérer les médicaments. Je n'ai même pas pris la peine de demander si je serais remboursé cette fois-ci. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 30 minutes plus tard, le même numéro a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai décroché. Mademoiselle Rivers, a dit une femme. Ici Cathy de la Hill Country Credit Union. Nous vous contactons concernant un compte joint qui est récemment passé à découvert. Votre nom est toujours listé comme titulaire de compte autorisé. J'ai eu la bouche sèche. Quel compte? Elle m'a donné le numéro. Je le reconnaissais à peine. C'était un compte que j'avais ouvert il y a une décennie pour aider mes parents à consolider leurs factures pendant une période difficile. Nous ne l'avions jamais officiellement fermé, je supposais qu'il avait été oublié. Apparemment non. Elle a continué, il y a eu une transaction la semaine dernière de 4126 $, un paiement à Texas Imaging Associates. Mon estomac s'est retourné. Des frais médicaux. Je n'ai jamais autorisé ça, ai-je dit. Je comprends, madame, mais comme votre nom est sur le compte, nous aurons besoin de votre consentement pour vous retirer formellement de toute responsabilité et le fermer. J'ai mis fin à l'appel, je suis allé directement à l'agence près de mon bureau. Sans rendez-vous, sans hésitation. Il m'a fallu 40 minutes pour me démêler de ce gâchis, mais quand je suis sorti de là, mon nom n'était plus lié à quoi que ce soit portant leur nom. Cette nuit-là, j'ai rédigé un dernier email à mes deux parents. J'y ai joint une lettre notariée, signée, scannée et scellée, avec effet immédiat, je me retire de toute association financière, formelle ou informelle, liée à Gordon Rivers, Laurine Rivers ou Delphine Rivers. Cela inclut, sans illimité, les institutions bancaires, les comptes de services publics, les titres de propriété, les titres de véhicules, les accords de crédit, les polices d'assurance et la couverture santé. N'utilisez pas mon nom. Ne me transférez pas de facture. Ne présumez pas d'un consentement ou d'un lien. Ce n'est pas une demande. C'est une limite. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur le balcon et j'ai laissé le silence s'étirer.
Le genre de silence qui me paraissait autrefois solitaire. Maintenant, il semblait mérité. Mais le calme n'a pas duré. Mon téléphone a vibré sur la coudoir. Un message de Delphine. C'était dramatique, Serette. J'ai fixé le message, m'attendant à moitié à plus. Une insulte, une tentative de culpabilisation, quelque chose qui tournerait le couteau dans la plaie un peu plus. Mais c'était tout. 5 mots. C'était dramatique, Serette. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Car si tracer une limite me rend dramatique, alors peut-être que j'aurais dû commencer à faire du théâtre il y a bien longtemps. J'ai laissé le message de Delphine sur « lu ». 5 mots, pas de ponctuation, une rebuffade déguisée en plaisanterie fraternelle. C'était dramatique, Serette. Et pourtant, ce petit texto a tourné en boucle dans ma tête comme une vis desserrée tout le week-end. Le samedi après-midi, j'avais besoin de sortir de la maison. J'ai enfilé un pull léger, j'ai attrapé mes clés et je suis allé à l'épicerie. Je n'y étais pour rien de particulier, juste pour errer dans les allées et essayer de ne pas penser. Mais l'univers a un sens de l'humour tordu. Près des caisses, je suis tombé sur Madame Quinqued, une ancienne voisine de notre rue d'enfance. Nous avons échangé quelques banalités, et juste au moment où je pensais m'être échappé sans coup du lapin émotionnel, elle a penché la tête et a souri. « Tu n'es pas allé à la pendaison de crémaillère, hein ?» Mon visage a dû en dire assez, car elle a ajouté « Oh, ma chérie, c'était charmant. » Delphine avait préparé tout un diaporama. Tes parents rayonnaient. Il y avait des photos du jardin après que vous l'ayez refait. Cette balançoire est magnifique. J'ai souri poliment et j'ai hoché la tête, feignant l'ignorance, puis j'ai poussé mon chariot et j'ai payé pour la seule barquette de myrtilles que je n'avais pas l'intention d'acheter. De retour dans la voiture, je suis resté figé derrière le volant, la climatisation soufflant un air vicié dans le silence. Pendaison de crémaillère. Ils avaient organisé une fête dans la maison que je remboursais encore, et personne n'avait eu la décence de me le dire. Pas d'appel, pas d'invitation, pas même un texto de groupe sournois, juste une exclusion par omission. En rentrant, j'ai cherché l'événement sur Facebook. C'était là. Photo identifiée, emoji en forme de cœur, commentaires de gens dont je me souvenais à peine, « Tu es une telle bénédiction, Delphine. Tes parents doivent être si fiers. Cette fille, là, elle tient tout sur ses épaules. » Pas même une seule mention de moi. Pas une. J'ai fait défiler les photos jusqu'à ce que je trouve le Porsche. Celui que j'avais payé pour faire réparer, celui que j'avais teinté moi-même avec un pinceau au crépuscule pendant que papa se plaignait du courant d'air à l'intérieur. Il y avait Delphine sur ce même Porsche, posant devant une fougère en peau que j'avais choisie, souriant comme si elle avait toujours été là. Et puis, le coup de grâce. Dimanche matin, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec une notification d'identification d'un article de presse locale. Les sacrifices de la fille cadette maintiennent la cohésion de la famille face aux problèmes de santé. Le titre trônait au-dessus d'un portrait élogieux. Une histoire sur la façon dont Delphine était rentrée chez elle pour aider ses parents vieillissants. Comment elle avait pris les choses en main dans les moments difficiles, s'occupant des tâches ménagères et allégeant leur fardeau. Il y avait des citations de maman, même de papa, louant sa maturité et sa grâce, pas un mot sur qui avait payé leur prime d'assurance, ou sur les appels tardifs à l'assurance, ou sur le fait que leur prêt immobilier était prélevé automatiquement sur mon compte depuis 7 ans. Il ne m'avait pas seulement effacé, il m'avait remplacé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai ri une fois. Pas parce que c'était drôle, mais parce que la clarté arrive parfois comme un rire quand ce que l'on veut vraiment faire, c'est hurler. J'ai ouvert le document sur mon ordinateur, mes archives courantes, dates, virements bancaires, reçus fiscaux, photos de factures, registre de chaque réparation, livraison, paiement, retrait en pharmacie, relevé bancaire. Puis j'ai ouvert un deuxième onglet, j'ai rédigé un email, j'ai joint le fichier, je l'ai adressé à l'avocat de la famille qui s'était autrefois occupé des papiers de pension de papa, j'ai mis mon comptable en copie cachée et enfin, juste pour mémoire, j'ai ajouté ma propre adresse email en copie. Objet, divergence successorale, pièce jointe. Corps du message, à des fins de documentation uniquement. Veuillez conserver ce dossier pour référence future. Aucune autre action requise pour le moment. Je ne l'ai pas envoyé par dépit. Je l'ai envoyé pour que la vérité existe ailleurs que dans mon dossier cloud privé. Ce soir-là, juste avant le coucher du soleil, je me suis versé un verre d'eau et je suis sorti sur le balcon.
La ville bougeait sous moi à son rythme habituel, des promeneurs de chiens, des livreurs à vélo, des couples flânant devant des passages piétons qu'ils n'attendaient pas tout à fait de traverser. Mon téléphone a vibré une fois sur la table à côté de moi. Un nouveau message. Tu te sens mesquine maintenant? Delphine, encore. Elle savait toujours comment tourner le couteau dans la plaie avec un sourire. Je n'ai pas répondu, je n'ai même pas ouvert complètement le message, mais j'ai levé les yeux vers l'horizon et j'ai murmuré, juste pour moi-même, si la vérité me rend mesquine, alors je porterai cette couronne. Le lendemain, l'air semblait plus lourd, comme si le ciel n'avait pas décidé s'il devait pleuvoir ou simplement rester là, gris et en attente. J'ai ouvert les fenêtres du salon mais j'ai gardé les stores inclinés. Je ne voulais pas de lumière, juste de l'air. Le message de Delphine trônait toujours, non lu, dans mes notifications, se moquant de moi avec sa brièveté suffisante. Tu es dramatique. Ce n'est pas un tribunal, Maura. Peut-être pas. Mais la vérité méritait d'être documentée, même si personne ne se souciait de la lire. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti le dossier que j'avais méticuleusement organisé au cours des dernières semaines et j'ai rassemblé les pièces jointes. D'abord, l'historique complet du prêt immobilier, chaque paiement, chaque date, chaque montant. Ensuite, la copie scannée du testament original, celui rédigé avant que Delphine ne revienne à la maison et que le récit ne bascule du jour au lendemain. J'ai adressé l'email à l'avocat de longue date de la famille, en mettant en copie mon propre contact juridique et en incluant le bureau du notaire qui avait traité la révision la plus récente. Objet, pour que cela soit consigné. Pas de conclusion dramatique, pas de commentaires passifs-agressifs. Juste des faits. J'ai appuyé sur envoyer. L'écran s'est actualisé. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. 2 heures ont passé. Silence. Aucune reconnaissance, aucune excuse. Pas même une réaction truffée de fautes de frappe de la part de papa demandant « Pourquoi as-tu fait ça ?» Mon téléphone a sonné une fois. Laurine. Refusé. Une seconde plus tard, Gordon. Refusé. Puis un appel d'un numéro masqué. Je n'avais pas besoin de l'identification de l'appelant pour deviner. Celui-là, je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ensuite, je suis passé en mode avion et j'ai laissé le monde à l'extérieur. C'était le premier moment depuis des mois où je ne sentais pas que je devais une réponse à qui que ce soit. Le silence n'était plus solitaire. C'était la paix. Ni bruyante, ni dramatique. Juste méritée. Le matin, j'avais pris une décision. Je me suis habillé, j'ai pris un dossier sur la table de la cuisine et je me suis rendu à un petit bureau de titre au nord de la ville. Rien d'extraordinaire. Une réceptionniste, 2 bureaux, une machine à café vacillante dans le coin. La femme derrière le comptoir a reconnu mon nom sur le dossier de la propriété. J'avais été listé sur trop de documents au fil des ans. J'ai signé un formulaire de désolidarisation. Officiellement, légalement, émotionnellement, j'étais sorti. Plus de soutien silencieux. Plus d'empreintes financières sur une vie à laquelle je n'appartenais plus. Cela a pris 23 minutes. J'ai gardé la copie signée dans mon sac à main. Pas par peur, juste comme un rappel. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté près de l'ancienne maison. Pas pour entrer, même pas pour frapper. Je me suis garé le long du trottoir, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres et j'y ai déposé la clé de la maison. Pas de mots, pas de discours d'adieu, juste le cliquetis du métal sur le métal en touchant le fond. Fini. Je n'ai pas attendu pour voir si quelqu'un regardait à travers les stores. Je n'ai pas vérifié le porche ni jeté un coup d'œil au parterre de fleurs que je désherbais chaque printemps. Je suis retourné vers ma voiture et je suis parti. Cette nuit-là, depuis la fenêtre de mon appartement, j'ai pu voir les nuages finalement céder. Une pluie silencieuse peignait des traînées sur la vitre tandis que les phares s'estompaient en dessous. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, me demandant à moitié si un autre message arriverait. Ce ne fut pas le cas. Mais autre chose est arrivée. Curieuse, j'ai consulté le site web des annonces du comté pour les propriétés récemment mises en vente. C'était là, 2647 Springdale Avenue. Maison unifamiliale. Charmant porche rénové. Belle structure. Une photo montrait la balançoire que j'avais reconstruite. Celle sur laquelle Delphine posait, celle pour laquelle ils ne m'ont jamais dit merci. La lumière du porche sur la photo était éteinte, mais le poids qui m'avait quitté, lui aussi, était éteint.
2 semaines plus tard, je suis passé devant la maison une dernière fois. Je ne l'avais pas prévu. Je revenais d'un atelier que j'avais animé à l'université, un cours optionnel sur les bases du budget pour les seniors qui n'avaient jamais eu à gérer leur propre argent jusqu'à présent. Cela s'était bien passé. Des rires légers, quelques hochements de tête approbateurs, un homme de 70 ans qui a murmuré en sortant « J'aurais aimé que quelqu'un m'explique ça avant le décès de ma femme ». Le soleil déclinait alors que je tournais sur Springdale Avenue, plus par habitude qu'autre chose. Elle était là, 2647. L'herbe n'avait pas été tondue. Les fenêtres étaient fermées hermétiquement, et le panneau « À vendre » dans le jardin était légèrement incliné, sa moitié inférieure battant au vent. Pas de voiture dans l'allée, aucun signe de Delphine ou de qui que ce soit d'autre. Je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. Mais j'ai ralenti, juste assez pour regarder, vraiment regarder, la maison qui avait autrefois tout exigé de moi sans me demander s'il me restait quelque chose à donner. Le porche avait toujours la balançoire, la même que j'avais reconstruite, celle qu'elle avait utilisée pour les photos de l'annonce. Je n'ai pas ressenti de colère, juste de la distance, comme le souvenir d'une version de moi-même à qui je ne parlais plus. Cette nuit-là, après le dîner et la vaisselle, je suis rentré dans mon plus petit appartement de location en dehors de la ville. 2 chambres, une salle de bain, un modeste jardin avec une clôture juste assez haute pour tenir le monde à l'écart. J'ai ouvert la boîte aux lettres en entrant. Juste des prospectus et une enveloppe couleur crème sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier, l'écriture de ma mère. Soignée, comme si elle l'avait écrite lentement, craignant que le papier ne se fissure sous le poids de ces mots, j'aurais dû te protéger, toi aussi. J'ai vu ce que tu portais et j'ai confondu ton silence avec de l'indifférence. Tu n'as jamais été invisible, Maura. C'est juste que je n'ai pas regardé avec assez d'attention. Pas de « je suis désolé ». Pas de plaidoyer pour la réconciliation. Juste une reconnaissance. Trop peu, trop tard. Mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai posée sur le comptoir à côté de la lettre qu'elle avait écrite des années auparavant, à l'époque où j'étais le ciment, l'aide, la colonne vertébrale invisible. Plus tard ce week-end-là, j'ai trié de vieilles boîtes que je n'avais pas touchées depuis le déménagement. Dans l'une, nichée entre des reçus et un agenda inutilisé, j'ai trouvé l'enveloppe avec sa lettre originale, celle où elle m'appelait le « fil qui maintient cette famille unie ». Drôle de voir comment la même main a écrit les 2 lettres, et pourtant elles se trouvaient aux antipodes de la vérité. Je les ai placées dans le même tiroir, non pas pour les honorer, non pas pour garder les blessures à vif, mais parce que je ne voulais rien effacer, ni la fille qui essayait trop fort, ni la femme qui est finalement partie. Je ne les ai pas encadrées, mais je ne les ai pas jetées non plus. Guérir, ce n'est pas prétendre que ça n'a jamais fait mal. C'est choisir de ne pas continuer à saigner pour la même histoire. Ces jours-ci, mes matinées sont calmes. J'enseigne à temps partiel, je fais des gâteaux le dimanche, je suis bénévole à la banque alimentaire locale le mercredi. Mon téléphone sonne rarement, et quand il le fait, je ne sursaute pas. Je me souviens encore de leurs anniversaires, je ne prends simplement plus contact. Je n'ai bloqué personne, mais je ne décroche pas non plus. Certains appels n'ont pas besoin de réponse. Certains silences parlent assez fort. Je ne suis pas en colère. Je ne suis même pas triste. Je suis juste libre. Et si la liberté ressemble à une location d'un 2 pièces avec de la vaisselle dépareillée et un jardin où poussent des concombres tordus, je la prends plutôt que d'être nécessaire pour toutes les mauvaises raisons. Ce soir-là, je me tenais dans ma cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai ouvert la fenêtre. La brise a apporté la faible odeur de jasmin du jardin du voisin. Derrière moi, le tiroir était fermé, les lettres scellées dans le silence. J'ai murmuré à la pièce vide, pas comme une confession, pas comme une déclaration, juste un fait, ce n'est pas moi qui suis parti. C'est moi qui ai arrêté de soutenir le toit. Parfois, s'éloigner n'est pas un signe de défaite. C'est le début de la paix. Je pensais autrefois que l'amour signifiait tout donner sans compter. Que si je continuais à dire oui, quelqu'un finirait par me dire merci. Mais ce que j'ai appris, c'est ceci, si tu continues à donner des morceaux de toi-même, un jour tu te réveilleras en te demandant ce qu'il reste. Tu ne dois à personne ton silence juste pour préserver leur confort. Si tu as déjà été celle qui soutient le toit pendant que tout le monde vivait comme si la maison était à eux, je veux que tu m'entendes clairement, tu as le droit d'arrêter. Tu as le droit de lâcher prise. Tu as le droit d'en avoir fini, même si personne ne comprend pourquoi. Et maintenant, je veux avoir de tes nouvelles.
As-tu déjà dû t'éloigner de personnes qui attendaient trop et donnaient trop peu? As-tu été dépeinte comme la méchante pour avoir fixé des limites qui auraient dû être respectées depuis le début? Dis-le-moi dans les commentaires. Mais si cette histoire a touché quelque chose en toi. Dis-moi d'où tu regardes ta ville, ton histoire. Et si tu ne t'es pas senti concerné par cette vidéo, ce n'est pas grave non plus. J'adorerais savoir pourquoi. Ta voix compte ici. C'est un espace pour de vraies histoires, pour une guérison honnête, et pour les personnes qui en ont assez de porter le poids seul. Si cette vidéo t'a parlé, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. Il y en a d'autres à venir, plus de vérité, plus de leçons, et plus de gens comme toi qui retrouvent leur voie. À la prochaine.